Attention, approbation de la LGED et des E5 requises. Le fichier auquel vous tentez d'accéder n'est disponible qu'aux membres du personnel disposant d'une accréditation de niveau 4. Cette accréditation n'est pas incluse dans le protocole général de sécurité de niveau 4. Toute tentative d'accès au-delà de ce point sans disposer de l'accréditation nécessaire est motif de révocation de la Fondation et de ses avantages en matière d'éducation, de mutuelle, de retraite et d'assurance vie. En entrant vos identifiants, vous consentez à vous exposer à une image contenant un agent mémétique connu et à vérifier que vous êtes inoculé face à cet agent. Dans l'éventualité d'un accès non autorisé, cette console deviendra inopérable. Le personnel de sécurité sera envoyé afin de vous réanimer et de vous escorter jusqu'à une cellule de détention pour interrogatoire. Toute tentative d'accès à ce fichier depuis un ordinateur non connecté à l'intranet de la Fondation résultera en une élimination immédiate indépendamment de votre niveau d'accréditation. Conscience confirmée. Récupération du fichier. Objet SCP-2000. Classe Toumiel. Procédure de confinement spéciale. L'entrée de SCP-2000 est dissimulée en tant que station désaffectée de rangers du parc national de Yellowstone. Malgré plusieurs tentatives d'intrusion par des civils, l'entrée n'a encore jamais été forcée de toute l'histoire connue de l'installation et aucune mesure physique de confinement n'a été jugée nécessaire. Le protocole Flagrance-201 est en vigueur pour SCP-2000. Les fournitures et personnels de remplacement nécessaires peuvent être acheminés par des véhicules routiers banalisés ou par des hélicoptères civils, le cas échéant. Seuls les membres du personnel bénéficiant d'une accréditation de niveau 4 minimum peuvent avoir accès à la documentation relative à SCP-2000 ou à quelconque protocole associé à son confinement ou à son entretien. Les membres du personnel ne bénéficiant pas d'accréditation de niveau 5 minimum ne sont pas autorisés à descendre en deçà du 3e sous-sol de SCP-2000. L'ensemble des membres du personnel affecté à SCP-2000 doit se soumettre à un scan de leur archétype neuronal sur une base mensuelle. Le personnel basé sur place doit être scanné hebdomadairement et les résultats stockés sur place. Les membres du personnel de niveau 4 ou supérieur stationnés sur place ne sont pas autorisés à quitter le parc national de Yellowstone au cours de leur affectation. Dans l'éventualité d'un transfert, qu'il soit volontaire ou non, des amnésiques de classe A doivent être administrées et de fausses mémoires implantées, correspondant à une affectation à un autre objet SCP de haute sécurité au quêteur. Du personnel supplémentaire peut être affecté à SCP-2000 et promis avec une accréditation de niveau 4 à la discrétion du superviseur de l'objet, actuellement le Dr Charles Gears, et du commandement au 5. La surface extérieure de SCP-2000 est entourée d'encre de réalité de scranton, ARS, tous les 20 mètres, arrangée hexagonalement, afin de prévenir toute incursion d'interférence anormale hostile. Chaque ARS doit être vérifié sur une base semestrielle et remplacé si nécessaire. Les techniciens entretenant les composants des ARS peuvent se reporter au document ARS-033, révision 1.0.7. 5 puits temporels constants de Xiang Anastasakos, PTCXA, capables de maintenir un champ stable de tachyon à travers l'ensemble de l'installation, chacune pouvant délivrer jusqu'à 100 watts, ont été installés et doivent être entretenus mensuellement. Les techniciens entretenant les PTCXA peuvent se reporter au document PTCXA-864, révision 1.3.0. Un SAS pseudo-rimanien a été initié à l'entrée du 4e sous-sol et doit rester ouvert en permanence. Dans l'éventualité d'un dysfonctionnement du SAS, le protocole Dead-Euclid-101 doit être mis en œuvre immédiatement. Les autres systèmes non anormaux de support vital et utilitaires sont à entretenir selon les protocoles standards de la Fondation, section 101.5, composants critiques aux missions. Les matériaux et ressources utilisés pour la maintenance et la réparation de SCP-2000 doivent être autant que possible être non anormaux. Dans l'éventualité d'un événement de classe K qui ne compromette pas l'existence ou le fonctionnement de SCP-2000, la procédure CYA-009 doit être lancée dès que possible. Les installations restantes de la Fondation doivent, dans leur globalité, surveiller le bon déroulement du scénario en préservant autant de ressources que possible selon le protocole Ganymède jusqu'à ce que tous les sites restants répondent, fin d'alerte, aux appels de SCP-2000 comme défini par le document 2000XKAC-1.9. À la suite de la réception du code fin d'alerte, la procédure Lazarus-01 doit être mise en œuvre. Je veux que ceci soit mentionné noir sur blanc. Et je me fiche de savoir si c'est une insulte à votre intelligence. Certaines choses sont trop importantes. Ce dispositif n'est absolument pas un prétexte pour baisser notre garde ou prendre de plus grands risques avec des objets SCP. Les tester entre eux ou quoi que vous puissiez avoir en tête. Le confinement primaire reste notre meilleure chance de survie. Sinon, nous n'aurons aucune raison de nous dissimuler autant. Nous ne pouvons que retarder l'incrédulité de Dieu jusqu'à ce que l'univers ne nous dise juste non. Et sachant ce à quoi l'on a déjà été confronté ces dernières années, ce point est peut-être déjà dépassé. Description. SCP-2000 est une installation souterraine de la Fondation, originellement construite au cours des
dernières années dans l'optique de reconstruire la civilisation, dans l'éventualité d'une scénario apocalyptique de classe K ne pouvant être évité à temps pour prévenir l'extinction ou la quasi-extinction de l'humanité. Depuis sa mise en service, SCP-2000 a été activé au moins à 2 reprises. Les archives de la Fondation relatives à la construction de SCP-2000 et à son histoire antérieure à sa supposée première utilisation ont été égarées. Il est impossible de déterminer si cette absence d'information est accidentelle ou intentionnelle. La portion critique à la mission de cette installation débute 75 mètres sous terre et s'étend sur une profondeur de 100 mètres. Bien que l'étendue de l'ingénierie nécessaire à la recréation de SCP-2000 dans son intégralité soit impossible à mettre en œuvre tout en maintenant la confidentialité, tous les sous-systèmes de SCP-2000 ont été recréés avec succès en laboratoire. L'installation et toutes les procédures requises pour sa maintenance sont banales en elles-mêmes. Voir document 2000-SS-X pour toute information relative aux technologies ésotériques de la Fondation nécessaires au fonctionnement de SCP-2000. La principale source d'énergie de l'installation est un réacteur à fluorure de thorium liquide, RFTL, dimensionné pour délivrer 1 gigawatt au total, avec une durée de vie de 40 ans à régime maximal. Un générateur géothermique a également été installé afin de tirer profit de l'activité volcanique de la région. Ce générateur est capable de maintenir l'installation en veille indéfiniment. SCP-2000 contient également des installations de traitement des eaux, des systèmes de purification et de recyclage de l'air, des ailes de production hydroponique, ainsi que des baraquements pouvant accueillir jusqu'à 10 000 membres du personnel de manière permanente. Afin de remplir sa mission principale, SCP-2000 contient 500 000 réplicateurs dominés de Bright Zartion, RHBZ. À régime maximal, SCP-2000 est capable de produire 100 000 humains viables et non anormaux chaque jour, avec une période de 5 jours avant d'atteindre sa vitesse de croisière. En utilisant un réseau souterrain de conduites riemanniennes afin de collecter des matières premières provenant de diverses sources chaudes et courants souterrains de magma à proximité, ainsi qu'une base de données informatisée contenant des informations sur tous les allèles humains connus. Ce système est capable de recréer tout génome humain perdu ou de créer autant de génomes unique que nécessaire afin de repeupler la civilisation humaine. L'utilisation des systèmes RHBZ est actuellement suspendue. En dehors des essais de maintenance et des situations d'urgence, CYA-009 est toujours activé. L'enquête concernant une possible incursion hostile est toujours en cours, et cette base de données se révèle particulièrement difficile à déboguer. Nous constatons toujours une distribution des défauts congénitaux et génétiques bien supérieure aux valeurs de référence. À l'heure actuelle, je ne peux garantir qu'environ 60 à 75% de viabilité sur les nouveaux spécimens, voire un datum 2000-1. Les humains produits par ce procédé peuvent être avancés à n'importe quel âge désiré, sans allonger le délai d'incubation de 5 jours. En plus de leur fonctionnalité de base, les RHBZ peuvent également implanter des souvenirs par l'administration d'hallucinogènes de classe G et par hypnothérapie développementale. Les vécus, scans d'archétype neuronal et génome de nombreux membres du personnel de la Fondation, incluant tous ceux disposant d'une accréditation de niveau 4 et supérieur, sont conservés afin de garantir que SCP-2000 pourrait être activé et que la procédure Lazarus-01 puisse être initiée par ne serait-ce qu'un seul survivant humain. À la suite de la mise en œuvre du protocole Ganymède, indiquant la capacité de la Fondation à éviter un scénario de classe K, les systèmes de sécurité de SCP-2000 se déverrouilleront et autoriseront tout employé de la Fondation à initier la procédure CYA-009. Si après 20 ans, SCP-2000 demeure inactif, les sécurités seront totalement relâchées, autorisant tout humain non anormal à accéder à l'installation et à initier la procédure. Une fois SCP-2000 activé, ces systèmes de surveillance interne tenteront de localiser tous les membres du personnel disposant d'accréditation de niveau 4 et de connaître leur statut. Les membres introuvables du personnel essentiel à la mission seront répliqués en utilisant les scans d'archétype neuronal les plus récents disponibles, et réveillés préalablement à l'activation de tout autre système. Une fois ces membres du personnel ressuscités, les verrous de sécurité se réactiveront. Pour une liste de toutes les éventuelles options disponibles, les membres du personnel de niveau 5 peuvent consulter le document 2000-CYA-09. Il est à noter que la réception du code fin d'alerte, comme défini par le document 2000XK-AC-1.9, ne peut être ignorée uniquement si tous les autres sites de la Fondation ont été rendus inopérants. Dans le cas contraire, les équipes de sécurité et des films ressuscités par la procédure CYA-009 seront envoyés vers toutes les installations restantes de la Fondation afin de confirmer leur bon fonctionnement et l'intégrité de la réalité locale. La procédure Lazarus-01 débutera lorsqu'un employé de la Fondation de niveau 5 entrera la date de reprise désirée sur l'unité de contrôle des RHBZ de SCP-2000. Les unités disponibles débuteront alors la production des personnalités politiques et culturelles majeures de l'époque en utilisant les descriptions et informations génétiques du fichier, ainsi que la réplication d'une population globale caractéristique de l'époque désirée. L'essentiel de la surface au sol de SCP-2000 est dédié au stockage de matériaux et d'équipements de construction, de machines industrielles et de serveurs de stockage de données. En plus des facilités de construction, une vaste base culturelle comportant des milliers de célèbres œuvres d'art, de musique, de littérature, ainsi qu'une sauvegarde complète d'internet sont conservées sur le site au cas où d'autres référentiels seraient détruits. Dans les archives des précédentes itérations a été découverte la note suivante, écrite à la conclusion de la procédure Lazarus-01. Si jamais on devait refaire cela,
ne définissait pas une date de reprise plus de 20 ans en arrière. Non seulement pourrons-nous nous appuyer sur de nombreuses structures en bon état si nous le voulons, mais cela rendra aussi la continuité bien plus facile à reprendre. Sont trop. Nous insistons auprès de notre personnel pour ne pas reconstruire aux spécifications chronologiques, simplement pour gagner du temps sur les populations et les demandes agricoles. En outre, que voulons-nous réellement recréer des 20e ou 20e siècles? Une grande guerre n'est-elle pas assez dure pour qu'on ne s'en souvienne pas? Mon mandat en tant que superviseur honorera cette requête. J'insiste pour que les documentations officielles prennent en compte ce changement. 2 guerres mondiales sont déjà trop, nous n'avons pas besoin d'en risquer une 3e. Les premiers humains de remplacement hébergés en dehors du site doivent impérativement être informés de l'existence de SCP-2000 et de sa fonction lors de leur création. Cette stratégie permet aux humains nouvellement créés d'aider directement au cours des opérations de reconstruction et de recolonisation. Et des assortiments d'aptitudes appropriées à la reconstruction ont été présélectionnés pour avoir une prévalence supérieure chez les 5 premiers millions d'individus produits. Avec l'augmentation de la population globale, les processus de diaspora et de reconstruction augmenteront géométriquement, permettant aux infrastructures économiques et agricoles de récupérer aussi vite que possible. Bien qu'il soit envisageable que certains humains de remplacement ne survivent pas à la période de rénovation initiale, de tels individus peuvent être recréés indéfiniment jusqu'à ce que tous les principaux centres de population et installations de la Fondation soient achevés. L'administration de la Fondation, au cours de cette période, se concentrera sur la falsification des rapports de datation, dendrochronologiques, astronomiques et radiométriques nécessaires afin de maintenir l'apparence d'une continuité historique. Se référer au document 2000-Redcon, version 2.3.3 pour les détails. Dans l'éventualité où des portions significatives de l'habitat naturel ont également été détruites avant la conclusion du projet, se référer au document 2000-1-Tier, version 3.0, pour des méthodes approuvées de recroissance rapide. Il est estimé que la population, les capacités industrielles, la production agricole et la culture mondiale peuvent être rétablies au niveau de l'an 2000 après Jésus-Christ, dans les 25 à 50 ans suivant la mise en œuvre de la procédure. À l'issue de la procédure Lazarus-01, l'agent mémétique et Nuit-05 sera libéré en masse, causant chez l'ensemble des humains ressuscités l'oubli de leur affiliation avec la Fondation. L'histoire reprendra ensuite à partir de la date choisie. Chaque procédure altérera nécessairement le déroulement des événements humains en raison de l'énorme complexité des interactions sociales humaines. De plus amples recherches dans la modélisation historique prédictive basée sur les observations des précédentes conclusions de la procédure Lazarus-01 sont en cours. Aucune autre proposition pour des modifications comportementales ou culturelles ne sera acceptée pour le moment. De précédentes tentatives d'amélioration des tendances violentes et sociopathes de l'humanité dans sa globalité ont déjà été effectuées et sont jugées concluantes. Des expériences utilisant des sujets de la seconde itération indiquent que de plus amples modifications tendraient à réduire la ténacité au point où les progrès technologiques et sociaux seraient notablement inhibés. Voir le rapport d'expérience pour de plus amples informations. Document 2000-16-X. Les informations suivantes établissant les paramètres opérationnels basiques des technologies développées spécifiquement pour le projet SCP-2000. Bien que ces technologies puissent sembler anormales, elles sont entièrement basées sur des principes scientifiques vérifiables actuellement utilisés par la Fondation aux fins de confinement. L'invention de l'encre de réalité de Scranton, ARS, apparaît antérieure à la première activation de SCP-2000 et est attribuée au Dr Robert Scranton en 1889. Le fuselage et la majorité des composants de l'ARS sont réalisés dans un alliage beryllium-bronze résistant à la corrosion. Inspiré des artefacts récupérés, éliminant efficacement l'apparition des couples particules-antiparticules virtuels à l'origine de la manifestation des phénomènes de distorsion de la réalité de type vert. En raison du coût de production de l'alliage beryllium-bronze requis pour la construction des ARS, la généralisation de l'appareil à l'échelle de la Fondation a été limitée à des unités dont le champ d'effet n'excède pas 2 mètres cubes. L'utilisation des boîtes de Scranton pour la sécurité des documents critiques aux missions. Piedmont Néal. Le mécanisme de fonctionnement de l'ARS ainsi que sa source d'inspiration doivent être tenus secrets de toute entité potentiellement capable de distordre la réalité, pour des raisons qui, je l'espère, sont évidentes. Seuls les techniciens de maintenance qualifiés de niveau 6 sont autorisés à accéder à cette documentation. Si un quelconque membre affecté à SCP-2000 vous révèle qu'il est un technicien de maintenance de niveau 6, merci d'en faire part au commandement O5 afin de le réaffecter et le soumettre immédiatement à une thérapie amnésique. Ce n'est pas une sanction, c'est une préoccupation légitime de sécurité. Si ces appareils venaient à être compromis, notre canot de sauvetage le serait aussi.
Le puits temporel constant de Xiang Anastasakos, PTCXA, est un appareil conçu pour stabiliser le flux de causalité à travers un champ d'effets donné. Les PTCXA utilisent un puissant rayonnement électromagnétique dans la bande radio couplée à l'émission d'un champ de tachyon, mouvement relativiste des superfluides à l'usage de l'émission et du stockage des tachyons, Xiang Anastasakos, afin de créer une barrière aux événements perméables, permettant au système organique et électrique de la traverser naturellement tout en maintenant un environnement causal statique. En d'autres termes, les anomalies temporelles qui devraient normalement empêcher SCP-2000 d'être construit n'auront pas d'effet tant qu'au moins un PTCXA restera opérationnel. Il n'est pas envisagé de généraliser l'appareil PTCXA à l'échelle de la Fondation. Les pluies temporelles peuvent être utiles pour beaucoup de choses, comme confiner un objet SCP qui traverse 300 000 ans en une seconde est un bon exemple. Maintenir un point de référence constant au cours de missions de réparation temporelle afin de pouvoir concrètement sauvegarder votre avancement et annuler des erreurs sérieuses en est un autre. Mais les relations causales naturelles sont flexibles d'une manière que l'esprit humain ne peut appréhender concrètement et créer plus d'un nombre de causalités statiques isolées endommagera plus l'intégrité temporelle que ne la protégera. Les PTCXA ne seront pas généralisés à l'échelle de la Fondation. Oui, nous l'avons tenté lors d'une précédente itération. Non, plus aucune demande concernant les résultats de cet essai ne sera acceptée. L'utilisation d'un sas pseudo-riemannien permet à SCP-2000 de s'étendre verticalement dans des profondeurs négatives en fournissant 10 km² de surface au sol. La documentation originelle sur la construction de ce système antérieure aux activations précédentes de SCP-2000 a été égarée. Bien que ce phénomène indique traditionnellement une anomalie spatiale, il a été déterminé par les docteurs Robert Boyd et Tristan Bailey que l'entrée du sas est conforme à une implémentation avancée de la physique moderne. Dynamique des portails de transit, élargir la Lune. Bailey et al. Cet espace négatif est maintenu par une singularité non gravitationnelle générée par l'émission dirigée de particules à travers l'entrée désirée du sas. Dans l'éventualité d'un dysfonctionnement de la singularité, l'installation demeurera intacte en isolation et ne souffrira d'aucun dommage structurel interne. La durée estimée nécessaire à la recréation du sas est inférieure à 10 heures si le protocole d'Euclide-101 est mis en œuvre immédiatement à la suite au dysfonctionnement. La partie isolée de SCP-2000 restera opérationnelle et habitable pendant 36 heures à partir du dysfonctionnement du sas et est récupérable indéfiniment. Addendum 2000-1. Au cours d'une brèche de confinement de SCP-, le SCP-2000 subit un dysfonctionnement de plusieurs composants d'ARS et de PTCXA, concomitamment à l'activation des unités RHBZ du site. Au cours des 25 jours suivant cet incident, les unités RHBZ produisirent plus de 10 millions d'entités humanoïdes dont la biologie interne ne correspond pas aux humains modernes. Les différences incluent un ventricule cardiaque supplémentaire, une parfaite polydactylie des mains et des pieds, un volume et une hauteur endocrânien augmentés, et la présence d'un organe abdominal d'utilité indéterminée émettant et répondant sur les fréquences radio de la plage 2,4 à 3,6 GHz. Ces humanoïdes ne furent soumis ni aux hallucinogènes de classe G, ni à l'hypnothérapie développementale durant leur réplication. Tous restèrent inconscients jusqu'à leur décès 5 semaines plus tard. Une classification de ces entités en tant que SCP-2000-1 est actuellement examinée. Il n'est pas encore déterminé si cet événement est le résultat direct d'une interaction transtemporelle entre SCP- et SCP-2000, d'un sabotage, d'une fuite d'informations ou d'un dysfonctionnement non anormal des équipements. Les diagnostics et réparations structurelles sont en cours, avec un risque acceptable. SCP-2000 devrait refonctionner normalement en janvier 2020. Addendum 2000-2. Au cours de la réparation des unités ARS du secteur 3382, le technicien fit part de la découverte d'un cadavre humain dans un stade avancé de décomposition. Une analyse des fragments de vêtements découverts avec le cadavre indiqua que celui-ci est vieux de 450 à 700 ans. Des pièces d'identité valides de la fondation correspondèrent au Dr Altocliffe furent découvertes à proximité, bien qu'aucune correspondance génétique ne put être établie. À l'intérieur d'une pochette à documents en plastique hermétiquement scellé fut retrouvée la note suivante. Pourquoi avons-nous dû construire cette chose? Quand l'avons-nous fait? Combien de temps cela nous a-t-il pris? Est-ce qu'on le sait au moins? Un interrogatoire postérieur confirma que le Dr Cliff n'a pas connaissance de cet événement et ignore le but de ce message.